Avant l'intervention d'Assad, je vais donner deux réactions aux deux exposés donc, de mes collègues que j'ai entendus. Le premier, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que j'ai dit avant, il est bien évident qu'en tout état de cause, ça c'est par rapport à l'exposé de Mireille en particulier, on ne peut pas mettre sur un même pied ce qui est des actes qui sont commis par des États puissants ou ceux qui sont commis par des mouvements de résistance dans le cadre de guerre où les moyens militaires sont sans commune mesure. Bon, ça, je suis bien d'accord avec Mireille là-dessus. Effectivement, on ne peut pas mettre sur le même pied l'envoi de roquettes, par exemple par le Hamas ou Hezbollah vers Israël, puisque c'est ces cas qui ont été évoqués, sur le même pied, et les crimes qui ont été commis, des bombardements massifs ayant causé de graves pertes civiles qui ont été causés de l'autre côté, par Israël en l'occurrence. Bon, je voudrais, ça c'est une chose, mais enfin, bon, cela dit, le problème se pose que ces envois de roquettes peuvent être quand même considérés comme des crimes de guerre. Alors dans le cas du Hezbollah, le Hezbollah a déjà revendiqué, et dans le cas du Hezbollah en 2006, donc lors de la guerre du Liban, le Hezbollah avait précisé qu'il souhaitait respecter le droit humanitaire, mais, disait-il, il n'a pas eu le choix devant l'immensité des crimes commis par Israël contre la population libanaise, et c'est pour cette raison qu'il s'est résigné à envoyer des roquettes vers des zones civiles en Israël de manière indiscriminée. Bon, le Hamas, je ne sais pas quelle est la position du Hamas là-dessus. D'après Mireille, le Hamas n'a jamais voulu envoyer de roquettes vers Israël. Ce sont des groupes armés non contrôlés qui l'auraient fait. Je ne sais pas quelle est bon, je ne peux qu'enregistrer ce qu'elle a dit et je ne sais pas quelle est la réalité à ce propos. Alors, je vais faire un dernier commentaire par rapport à ce qu'a dit mon ami Niels Anderson à propos du protocole 1. Il a regretté certaines ambiguïtés dans le protocole. En particulier, il est vrai, comme il l'a dit, que le protocole demande en principe aux combattants de porter un signe distinctif et de porter leurs armes ouvertement. Comme Niels l'a remarqué, c'est évidemment difficile en général. Cela dit, le protocole a fait quand même un pas intéressant. Il y a une certaine contradiction dans le protocole. D'un côté, il dit ça, mais de l'autre côté, c'est ce qu'a cité Niels, mais de l'autre côté, le même protocole 1 de 1977 dit, c'est l'article suivant que Niels connaît aussi, dit que si les combattants sont capturés, même s'ils n'ont pas satisfait ces conditions, avoir porté ouvertement leurs armes ou un signe distinctif, ils bénéficient néanmoins de protection en tout point équivalente à celle des prisonniers de guerre. Donc, si vous voulez, là, il y a un petit peu, au niveau du protocole, il y a un petit peu une certaine ambiguïté, ce qui est vrai. Mais le commentaire, si on lit, ça c'est le protocole, si on lit les commentaires précisent que ce que ça veut dire, c'est qu'on demande dans toute la mesure du possible aux combattants de porter un signe distinctif et ouvertement leurs armes, de manière, ce qui est normal, à se distinguer des civils. Mais les commentaires ajoutent, dans les circonstances où ce n'est pas possible, les gens qui ne satisfont pas sans condition, donc comme j'ai dit, doivent bénéficier de protection en tout point équivalente. Donc je pense qu'effectivement, là-dessus je ne suis pas tout à fait d'accord avec Niels pour dire que le protocole est vraiment insatisfaisant, parce que c'est normal qu'a priori, il faut se distinguer des civils comme règle générale. Maintenant, s'il y a des cas où ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais le protocole, dire que le protocole n'est pas bon à cet égard, ça me paraît personnellement un tout petit peu excessif. Bien entendu, il est vrai, et là je suis d'accord avec lui, que tout ce qui peut être fait pour améliorer le protocole, surtout en fonction des conflits et des circonstances actuelles, doit être fait. Voilà, mais enfin, je dirais quand même que, et je pense qu'il faut soutenir résolument le protocole de 77 en demandant son amélioration en opposition à toute forme de régression telle que celle auquel il a été soumis, en particulier dans le statut de la Cour pénale internationale. Merci. Ok, on n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a des questions, ok, monsieur. Gérard Toulouse, j'ai une question peut-être plutôt pour Mireille, mais voilà. Dans le préambule de la Déclaration universelle, il y a un considérant qui n'a pas été cité encore et que je trouve admirable, qui dit « Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. » Je trouve que c'est assez admirable parce que ça dit bien cette notion qu'il peut y avoir des situations de suprême recours, etc. Et donc,
Mireille a parlé de duty to protect comme quelque chose qui était liberticide. Je pense qu'il faudrait, c'est vraiment une bataille de juristes, tirer du côté de ce préambule, où là, on dit bien qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés, mais pas en envoyant l'OTAN en Afghanistan ou au Darfour. Mais je pense que la clé, c'est ce qu'a fait la construction européenne, c'est de créer une entente régionale où petit à petit, les situations d'oppression trouvent des solutions pacifiques. Donc Yann Fermont, avocat au barreau de Bruxelles et membre du bureau de l'Association internationale des juristes démocrates. En fait, c'est deux observations que je voudrais faire. D'abord, je m'étonne un peu de la réponse que Daniel a reçue à propos des mouvements de libération et de leur adhésion aux conventions de Genève. Apparemment, Daniel a reçu la réponse qu'aucun mouvement a déposé une telle déclaration. Je sais pour ma part que 2 mouvements ont déposé une telle déclaration. Et à quelle période? Moi, ça date de 1 an ou 2, hein, mon information. 1 an ou 2, à peu près. Non, c'est longtemps avant. Donc, c'est le Conseil fédéral suisse qui m'a répondu. Le PKK, le mouvement indépendantiste kurde en Turquie, a déposé une telle déclaration, je crois, en 94 ou 95. Et le Front national démocratique des Philippines, qui représente la rébellion armée aux Philippines contre le gouvernement en place, a également fait une telle déclaration, je crois même avant celle du PKK. Donc, ça pose évidemment la question pourquoi de telles déclarations ne sont pas prises en considération, enregistrées. Est-ce qu'il s'agissait, c'est très intéressant ce que tu dis, est-ce qu'il s'agissait de déclarations qu'ils ont faites à telle ou telle occasion, ou est-ce que c'est une déclaration qu'ils ont déposée au Conseil fédéral suisse? Déposée au Conseil fédéral suisse, pour tous les deux. J'ai vu le document pour les deux, donc c'est très intéressant, mais je peux affirmer que la réponse m'a été donnée de manière très clair. Oui. D'ailleurs, Guissen Doucet, qui est peut-être pas avec nous aujourd'hui, mais qui sera là demain, qui est représentante, qui va être conférencière en tant que représentante du CSR demain, le sait bien, puisque j'en avais discuté avec elle il y a un an ou 2. Mais donc c'est peut-être une question à reposer demain. C'est une excellente remarque, je te remercie beaucoup. Pour les deux, j'ai vu le document et j'ai vu effectivement le document qui a été envoyé au Conseil fédéral suisse dans les 2 cas. C'est très intéressant, merci. Donc, oui. Merci. Merci, c'est une question tout à fait. Essayer de comprendre pourquoi des mouvements qui se considèrent comme des mouvements de libération, mais qui effectivement, dans les 2 cas, sont des mouvements qui mènent à un conflit interne. Hein, dans un cas, pour le PKK, évidemment, un mouvement qui réclame la souveraineté nationale pour le peuple kurde. Ce qui n'est pas le cas, par contre, pour la rébellion philippine, qui, elle, est une forme plus classique de contestation du gouvernement en place. Mais ce serait intéressant de creuser cette question, parce que ça m'étonnait un peu. Alors, pour le PKK, d'ailleurs, ça peut être considéré, dans certaines mesures, comme un conflit de libération nationale. Il y a, dans une certaine mesure, bon, c'est à discuter. Oui. Il y a des argumentations qui ont été développées dans ce sens-là. D'ailleurs, pour ce qui concerne la rébellion aux Philippines, il y a aussi toute une argumentation qui a été développée par les mouvements philippins. Évidemment, pas pour dire que c'est un conflit international, parce que ça c'est clair que ce n'est pas, mais que c'est un conflit interne, un conflit armé interne dont les partis doivent être reconnus comme belligérants. Mais ça, c'est une première remarque. Alors, la deuxième question, ou le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport à l'intervention de Niels. Je ne suis pour ma part pas sûr qu'il est nécessaire ou utile d'avoir dans le droit international une définition du terrorisme. Car je crains un peu que la logique de la législation terroriste, et j'interviendrai là-dessus demain dans mon intervention, est une logique qui est extrêmement difficilement compatible avec la logique du droit international. La logique du terrorisme et des législations antiterroristes, c'est en fait une logique dont, si je simplifie un peu, elle consiste à dire l'État a raison et ce qui s'oppose à l'État est un acte criminel.
Et donc, dans la deuxième partie de la définition du terrorisme que tu as lue, c'est bien ça. Un mouvement qui utilise la force pour contraindre un État ou une institution internationale, et c'est ce qui revient dans toutes les définitions européennes, etc., à poser un acte ou à s'abstenir d'un acte. Donc un acte violent qui vise cela est un acte terroriste. Et donc, moi je pense que, en fait, jusque maintenant, dans le système tel qu'il a été conçu et construit, les actes terroristes commis dans le cadre d'un conflit international ou d'un conflit armé qui tombe sous le coup de la législation internationale, mais sont incriminés. Parce que c'est des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Et donc, je crois qu'il est inutile et que ça crée plutôt la confusion de vouloir créer encore une autre catégorie de crimes internationaux qui seraient différents de ces trois catégories qui, je crois, ont été relativement bien définies. Deuxième problème, c'est sur le plan national. Ça va de soi que ces actes sont aussi réprimés par la loi pénale. Et donc on a une situation où je crois qu'au niveau international, vouloir définir à tout prix, et d'ailleurs la pratique a démontré que c'est quasiment impossible, vouloir définir à tout prix le terrorisme comme une forme de crime international, comme un acte... je pense, poserait plus de problèmes que cela résoudrait. Parce que la logique de base est tout à fait différente. La logique de base du droit international humanitaire, c'est la reconnaissance, et je trouve que c'est très important que le préambule de la Convention, de la Déclaration universelle vient d'être cité, c'est la reconnaissance, dans certains cas du droit, de se rebeller contre le pouvoir en place, la reconnaissance dans une certaine mesure de la légitimité de la lutte de libération dans des cas d'occupation, de colonialisme, etc., et des limites qui sont imposées à la façon dont cette lutte est menée, mais aussi à la façon dont l'État réagit contre cela. Donc il y a une forme d'égalité, pas de fait, mais juridique, qui est créée là. Les crimes de guerre sont définis de la même façon pour les États et pour les mouvements de libération nationale. Le terrorisme est un acte qui ne peut être commis, en tout cas dans toutes les définitions courantes, que par, définition juridique, que par des personnes qui s'opposent au pouvoir d'État. Parce que le nœud de la notion juridique du terrorisme, c'est le fait de s'opposer, d'utiliser la force pour influencer un État, pour obliger un État de faire ou de ne pas faire. Et donc, pour moi, les deux sont incompatibles. Je ne pense pas qu'on peut introduire la notion du terrorisme dans le système de droit international tel qu'il existe. Le terrorisme d'État, c'est les crimes de guerre, c'est le génocide, c'est les crimes contre l'humanité. Le terrorisme, les actes de résistance qui éventuellement utilisent des méthodes terroristes au sens politique du mot, sont des actes criminels qui seront en tout cas jugés par les États en place selon leur droit national. Et donc je crois que vouloir faire du terrorisme un concept juridique à tout prix ne rapporte rien à la possibilité de réprimer des actes avec lesquels, je pense, personne dans la salle ne peut être d'accord et au contraire, sème la confusion. Mais c'est un débat que j'aimerais bien continuer demain lors de mon intervention. Je vais répondre très rapidement. J'ai exposé les cas du terrorisme, mais dans la conclusion, qu'est-ce que j'ai dit? Il s'agit de définir que quelqu'un qui porte une opération contre le pouvoir, contre des forces de police, contre des collaborateurs, et c'est une opération militaire. À ce moment-là, ce n'est plus une opération terroriste. Et c'est cette légalisation-là qui n'est pas faite aujourd'hui. Aujourd'hui, si des combattants de libération nationale portent une opération, même militaire, en Afghanistan, en Irak, en Palestine et partout, ils sont jugés comme terroristes. Donc, que ça soit reconnu comme un acte de guerre, je n'ai rien dit d'autre.
Il s'agit que leurs actes militaires soient reconnus comme des actes de guerre et ne soient plus qualifiés comme terroristes. Le terrorisme existera toujours, définition ou pas. Mais il s'agit au moins de sélectionner dans les opérations menées militaires par des mouvements de libération nationale, par des mouvements contre la dictature ou autre, puissent porter des actes militaires sans... Alors là, je rectifie sur ce qu'a dit Daniel. Je l'ai dit dans mon texte, signe distinctif reconnaissable à distance, l'article 44.3 du protocole additionnel des conventions de Genève a apporté une importante nuance à ces dispositions. C'est plus tout à fait nécessaire depuis les luttes des libérations nationales d'avoir des insignes comme avant. C'était reconnu, c'est dans des progrès de la situation de l'après-Bandung. Tant mieux, il y en a des progrès. Mais le port de l'arme, en évidence, est toujours réclamé par le droit international. Et ça... comment voulez-vous que des combattants dans une situation à Gaza aujourd'hui aillent attaquer le quartier général ou des ministères les armes à la main? Non, d'abord les soldats de l'armée régulière n'avancent pas toujours les armes à la main. Hein? C'est ça le problème. C'est là, en même temps que je dis qu'il faut dire que ce ne sont plus des actes terroristes, je ne fais pas une convention sur le terrorisme, je sors ces actes-là de l'accusation de terrorisme. C'est ça le problème qui me paraît essentiel. Quand même, enfin, je crois qu'on ne peut pas s'éterniser là-dessus, mais je suis pas... Là encore, je réponds à Niels. Bon, le port des armes est requis en principe pendant les engagements militaires. Mais en dehors de ça, les ruses et camouflages pour faire des opérations contre des objectifs militaires sont autorisés. Et là, tu n'es pas obligé de porter ouvertement tes armes. Donc, le protocole, j'ai cité aussi ce qu'il dit. Donc, je suis à la fois en partie d'accord avec toi que ces choses-là mériteraient clarification. Donc, je suis d'accord. Ils sont reprochés aux femmes qui sortaient les bombes des couffins d'Alger de cacher leurs bombes. Et on les traitait de terroristes. C'est tout. Il ne faut pas se raconter des histoires. Hein? OK, on va prendre... oui, deux dernières questions, après... Merci, je me présente. Je m'appelle Lengan Digal. Je suis de l'Action tchadienne pour l'unité et le socialisme, parti révolutionnaire, un mouvement d'opposition. Je remercie les intervenants de leur brillante prestation et je résume tout ce qui a été dit en un seul mot. Nous qui vivons dans le tiers-monde, et particulièrement en Afrique, des méfaits des régimes, nous ne croyons pas au droit humanitaire international. Nous ne croyons jamais au droit international tout court. Nous avons en tête qu'une seule définition du droit international, c'est la primauté de la force du droit du plus fort sur la force du droit international. Pour ne pas aller trop loin, je cite quelques exemples précis. Je prends l'exemple de mon pays, le Tchad. Pour tout esprit rationnel, on ne trouvera aucune explication. Nous avons un régime qui, depuis 19 ans, soutenu par l'armée française, à chaque fois que ceux qu'on appelle les forces de résistance nationale tchadiennes avance sur N'Djamena, même au port du Palais, l'armée française intervient, on extermine les assaillants, enfin ceux qu'ils appellent les rebelles. Dans ces conditions, je pense que la notion du terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme, pour nous, ça n'existe pas, cette définition ne doit pas exister. C'est un moyen de lutte pour se débarrasser des régimes qui ont été instaurés par l'impérialisme international. Imaginez un seul instant, on ne parle pas tellement de ça ici en France, de ce qui se passe dans le précaré français. Est-ce que le peuple français, je vais citer quelques exemples, est-ce que le peuple français accepterait à ce que Chirac, l'ex-président Chirac, conduise sa fille Dominique, c'est ça? Comment elle s'appelle? Claude à la présidence? Est-ce que le peuple français accepterait à ce que Giscard d'Estaing conduise, pousse sa fille à être président de la France? Est-ce que le peuple français accepterait à ce que Sarkozy pousse Jean, dans quelques années,
Voilà, non mais, voilà, ce sont des choses. Je cite des exemples concrets. La même France accepte de ce genre de choses, soutient, en soumet de ce genre de choses dans les pays d'Afrique. Alors, je ne sais pas, c'est normal, ici, on ne parle pas de ça, mais ce sont des réalités qui existent chez nous en Afrique. Pour finir, je pense que pour parler du droit humanitaire international, il n'y a que les peuples qui vivent, qui savent quelle est la solution la meilleure pour eux. On ne peut pas définir la notion de terrorisme ou pas. Merci. Merci beaucoup.